Au Ghana, un journaliste d'investigation dénonce dans une vidéo projetée ce mardi à Accra la corruption dans le système judiciaire. Enfin, le pape François séjourne depuis mardi aux États-Unis. Cette visite est la première qu'effectue le pontife dans le pays. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'information sur Sika. Nous ouvrons ce journal par le Burkina Faso où le président renversé par un coup d'État il y a une semaine est rétabli dans ses fonctions ce mercredi. Michel Kafando s'est exprimé à la nation sur la télévision nationale après qu'un accord entre soldats des deux camps ait fait baisser la tension hier nuit. Reportage. Libre de mes mouvements, je reprends du service. Et par là même, je m'affirme en la légitimité nationale. La transition est ainsi de retour et reprend à la minute même l'exercice du pouvoir d'État. Une semaine après avoir été renversé par un coup d'État de la garde présidentielle, le président de la transition, Michel Kafando, a annoncé avoir repris les rênes du pouvoir au Burkina. Dans la nuit, le chef des putschistes et ancien bras droit de l'ex-président Blaise Compaoré, le général Gilbert Diendéré, a confirmé que le président Kafando serait remis en selle mercredi. Nous sommes fiers de la mobilisation et de l'intrépidité du peuple burkinabé, en particulier de sa jeunesse, dont la détermination sans faille a permis d'arrêter l'imposture. Michel Kafando avait été renversé le 17 septembre par un coup d'État mené par le régiment de sécurité présidentielle, RSP, unité d'élite de l'armée burkinabé et garde prétorienne de l'ancien président Compaoré. Ce putsch avait porté un brusque coup d'arrêt à l'organisation d'élections générales prévues en octobre, censée clore la période de transition ouverte par la chute de l'ex-président chassé par un soulèvement populaire en octobre 2014. Je salue notre armée nationale qui, réalisant elle aussi le défi et l'anathème qui lui ont été lancés par cette horde d'insoumis, dans son amour-propre, a volé au secours du peuple martyrisé. Le président de la transition a par ailleurs appelé à rester mobilisé autour de la transition pour ensemble continuer ce qui a commencé, à savoir remettre le processus électoral sur les rails après avoir naturellement poncé les plaies et honoré les mémoires des compatriotes injustement tombés pour la défense de la patrie. Je m'incline très respectueusement devant leur mémoire. La nation tout entière leur rend hommage en attendant d'examiner la façon dont nous solderons les conséquences de cette funeste barbarie. En ce qui concerne la dernière proposition de la CEDEAO pour une sortie de crise, il est évident que nous nous engagerons que si elles prennent en compte la volonté du peuple burkinabé. Pas moins de 6 chefs d'État de la CEDEAO, Nigeria, Niger, Togo, Ghana, Bénin et Sénégal sont attendus à Ouagadougou pour superviser le rétablissement des autorités de transition. Enfin, Michel Kafando a annoncé une réunion dès jeudi du gouvernement de transition au nom de la continuité de la vie nationale. Au Nigeria, le bilan des attentats perpétrés par le groupe islamiste Boko Haram dimanche dernier à Maiduguri s'est alourdi à 117 morts. Cette attaque a été la plus meurtrière perpétrée à Maiduguri depuis la prise de pouvoir fin mai du président Muhammadu Buhari. Boko Haram a subi depuis février des revers militaires infligés par les armées des pays de la sous-région et perdu le contrôle d'importantes localités. Depuis lors, le groupe a changé de stratégie et a de plus en plus recours à des techniques de guérilla. En Afrique du Sud, le verdict dans le procès de 8 procès reconnus coupables du meurtre d'un chauffeur de taxi mozambicain a été reporté au 11 novembre prochain. Pour rappel des faits, la victime est décédée après avoir été traînée sur la chaussée par un fourgon de la police. Les images.
Le report du verdict fait suite à la demande des conseillers pénitentiaires de probation pour disposer davantage de temps afin de rendre leur rapport. Une requête que leur a accordée la Haute Cour de Pretoria, repoussant le prononcé du verdict au 11 novembre. Les 8 policiers sont reconnus coupables du meurtre d'un chauffeur de taxi mozambicain en février 2013. L'homme âgé de 27 ans avait été menotté, attaché puis traîné au sol par un véhicule de la police dans une banlieue de Johannesburg après une altercation avec la police à propos d'un stationnement gênant. La scène avait été filmée puis diffusée grâce à une vidéo amateur qui montrait le supplice. Des images qui avaient suscité l'indignation dans le monde entier. Le jeune homme a succombé à ses blessures en cellule. Les 8 policiers impliqués encourent une peine minimale de 15 ans de prison. Pour leur défense, ces derniers avaient affirmé au cours de leur procès que le chauffeur de taxi avait fait montre de résistance durant son arrestation et les avait insultés. Quant au chauffeur du fourgon de police, il a assuré qu'il ignorait que la victime était accrochée derrière le véhicule quand il a démarré. Des arguments réfutés par le juge qui les a qualifiés d'affirmations improbables. En Afrique du Sud, la police a commis de nombreuses bavures au cours de ces dernières années. Elle est souvent indexée pour son manque de professionnalisme, attribué notamment à la présence de dirigeants inexpérimentés ou corrompus. Direction le Ghana où un journaliste d'investigation dénonce dans une vidéo projetée ce mardi à Accra la corruption dans le système judiciaire. 22 magistrats ont été suspendus quelques jours auparavant suite à ces révélations. Anas affirme les avoir filmés clandestinement en train de recevoir des pots de vin. Suivez ici la réaction de quelques personnes ayant assisté à la projection. Nous savons tous ce qui se passe, mais le montrer avec des preuves est quelque chose qui très certainement éradiquera la corruption du système. Au moins ceux qui n'ont pas été attrapés en tireront quelque chose. Et ceux qui se préparaient à faire la même chose dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines, en tireront aussi des leçons. Je suis ici pour voir si ce que j'entends est vrai ou faux. La corruption est partout, mais la corruption dans notre système judiciaire est quelque chose dont il faut parler. Donc je suis juste ici pour voir par moi-même si ce qu'Anas a dit est vrai ou faux, mais je connais Anas. Il l'a fait dans le passé et j'espère que je vais voir quelque chose d'extraordinaire. Ces accords avec le système judiciaire, vous savez, ces soi-disant seigneurs de notre pays, vous savez, nous les respectons en raison de leur profession et nous les voyons comme ceux qui rendent justice aux pauvres. Et en faisant cela, nous les respectons. Je suis surpris parce que ceux qui nous jugent, nous ne sommes même pas sûrs que le jugement qu'ils rendent est juste ou non. Je suis venu voir ce qui se passe exactement autour de nous. Le pape François séjourne depuis mardi aux États-Unis. Dans l'avion qui l'a amené à Washington, le pape a promis de ne pas mentionner devant les élus du Congrès la sensible question de la levée de l'embargo économique des États-Unis contre l'île communiste de Cuba. Le désir du Saint-Siège est qu'il y ait un accord satisfaisant pour les deux parties. Le pape François a foulé la première fois le sol américain mardi, entamant une visite historique de 6 jours qui risque de bousculer nombre d'Américains dans leurs convictions sur la pauvreté au pays du capitalisme, le climat et l'immigration. Les médias américains, représentés en masse dans l'avion papal, accordent une grande importance au voyage d'un pape argentin, plébiscité par 2/3 des Américains. Mais son radicalisme social lui vaut aussi de très vives inimitiés chez les conservateurs et les milieux économiques libéraux, de Wall Street au Tea Party jusque dans les rangs des républicains. Parmi les sujets qu'il va évoquer figurent la protection et l'accueil des immigrés, la défense de l'environnement, avec un plaidoyer ferme pour une révolution énergique radicale et la décroissance, la critique des dictatures, de la technologie et de la finance, la dénonciation des responsabilités des vendeurs d'armes et des grenades et des grandes puissances dans la Troisième Guerre mondiale par morceaux qu'il dénonce sans cesse. Le pape est le seul dirigeant mondial qui dit la vérité sur le changement climatique et il est respecté par, je pense, 60% de la population mondiale. Il a un message que les gens peuvent entendre. Il est très direct et il va parler à nos élus.
Il doit aussi présider à New York une cérémonie œcuménique sur le site du World Trade Center contre le terrorisme et pour le respect entre religions. Une autre cérémonie à Philadelphie avec la communauté hispanique exaltera les valeurs fondatrices de l'Amérique comme la liberté religieuse. À Santiago de Cuba, grand port de l'Est de l'île et berceau de la révolution castriste, il a exalté une autre révolution qui apporte la réconciliation basée sur la foi chrétienne qui a aidé des générations à résister aux douleurs, aux pénuries et au désespoir. Les 28 États membres de l'Union européenne ont adopté ce mardi à une large majorité la répartition en Europe de 1200 réfugiés, et ce, malgré l'opposition de plusieurs pays de l'Est aux quotas proposés par Bruxelles. Reportage. Réunis mardi à Bruxelles avec pour objectif principal la répartition des 1200 réfugiés demandés par la Commission européenne, les 28 ministres de l'Intérieur de l'Union européenne n'ont en effet obtenu un accord qu'à une majorité qualifiée sur la base d'une initiative de Luxembourg qui exerce la présidence tournante de l'Union. Et ce, malgré l'opposition de plusieurs pays de l'Est aux quotas proposés par Bruxelles. Ce n'était pas l'atmosphère de la réunion d'aujourd'hui. J'ai trouvé l'atmosphère meilleure aujourd'hui en ce qui concerne le niveau d'engagement sur ces questions. Il est évident que les pays ont des perspectives différentes, mais l'attitude de chacun était bonne dans les réunions du Conseil. On a répété encore et encore qu'il ne s'agit pour l'instant que d'un élément dans toute une série d'interventions qui seront nécessaires. C'est un début et un seul facteur parmi tous ceux qui seront nécessaires pour résoudre ce problème. La meilleure solution serait une situation stable et pacifique dans le pays d'origine. Donc c'est quelque chose que nous devons continuer à essayer d'atteindre, mais nous sommes suffisamment réalistes pour comprendre qu'il s'agit là d'une solution à court terme. En attendant, il nous faut des meilleurs centres d'accueil dans la région. Tout ce qui se passe dans la région autour de la Syrie nous inquiète en ce moment. Nous devons faire un effort concerté au niveau global pour réduire l'instabilité dans le pays. Suite à l'accord trouvé mardi par les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne, les 28 chefs d'État et de gouvernement se réunissent ce mercredi pour se concentrer sur des solutions à long terme. Rétablissement lundi des relations entre la Colombie et le Venezuela. Les deux pays ont convenu d'une normalisation progressive de leurs frontières, dont la fermeture par Caracas a récemment déclenché une sévère crise diplomatique. Reportage. C'est à Quito que s'est tenue la réunion des grandes résolutions. Les présidents colombiens Juan Manuel Santos et vénézuéliens Nicolás Maduro se sont accordés sur le retour immédiat de leurs ambassadeurs respectifs et la normalisation progressive de la frontière. Ils l'ont notifié à travers une déclaration lue devant la presse par leur homologue équatorien, Rafael Correa, qui a facilité la rencontre. Après la réunion, les présidents de Colombie et du Venezuela se sont accordés sur le retour immédiat de leurs ambassadeurs, enquêter sur la situation à la frontière, réunir des équipes de ministres immédiatement pour s'occuper des problèmes sensibles des frontières. Depuis le début de la crise, le 19 août dernier, qui s'était envenimé jusqu'au rappel des ambassadeurs une semaine plus tard, Santos et Maduro, accompagnés de leurs ministres des Affaires étrangères, se voyaient pour la première fois. Qui a gagné aujourd'hui? La sagesse, le dialogue est ce qui doit toujours gagner, la paix. La paix entre nos pays, entre nos peuples. Et seulement avec la coopération de nos deux gouvernements et de nos deux pays, nous dépasserons cela. Merci, Président Santos. Ici, comme l'a dit le président Maduro, a prévalu la sagesse. Il y a eu un dialogue calme, respectueux et productif. Et je suis très content de renouer ce dialogue avec le Venezuela parce que, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises, quand deux dirigeants ont des divergences, ceux qui en souffrent, c'est le peuple. L'accord conclu lundi prévoit également une enquête de la situation à la frontière longue de 2219 km qui sépare les deux voisins latino-américains et que des réunions au niveau ministériel se tiennent mercredi à Caracas pour traiter des thèmes sensibles de la frontière. La crise avait éclaté à la suite de la fermeture de plusieurs postes frontières par le Venezuela, qui avait en outre décrété l'état d'exception après une attaque contre des militaires vénézuéliens lors d'une opération anti-contrebande. Voilà, fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Agréable suite de programmes sur SICA.